Nous allons aborder à présent la question relative à l'introduction à l'esthétique. Pourquoi avons-nous besoin de réfléchir sur l'esthétique? Suppose déjà que nous répondions à la question « Qu'est-ce que l'esthétique ?» On pourra définir l'esthétique en considérant qu'elle est une partie de la philosophie à partir de laquelle on réfléchit sur l'œuvre d'art, sur son essence, sur ses formes, mais également sur ses fonctions. Pourquoi réfléchir sur l'art? Nous disons, mais parce que simplement l'art occupe une place importante dans le vécu humain. Autant que nous sachions, il n'y a pas de civilisation sans art. Et c'est par la production donc d'œuvres artistiques que les plus brillantes civilisations dont l'humanité ait pu accoucher ont laissé les marques de leur passage, de leur génie et de leur créativité. Mais si l'esthétique réfléchit sur l'art, il convient de se poser la question « Qu'est-ce que l'art lui-même » Nous irons simplement chez Hegel pour définir l'art comme la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Et lorsque Hegel, philosophe allemand, Hegel, définit l'art comme la production du beau par les œuvres d'un être conscient, vous avez deux éléments importants dans cette définition. La première, elle consiste à dire que l'art vise le beau. Et la deuxième, quand il dit par les œuvres d'un être conscient, c'est une manière de montrer très clairement que l'art est une activité spécifiquement humaine. C'est pour cela sans doute que Karl Marx est l'un des premiers à montrer que l'art est également ce qui constitue sans doute une des frontières les plus nettes et les plus visibles qui peuvent séparer l'homme de l'animal. Rappelez-vous René Hug disant « Il n'y a pas d'homme sans art, mais également il n'y a pas d'art sans homme ». Et lorsque René Hug, historien de l'art français, disait « Il n'y a pas d'homme sans art », ça veut dire clairement qu'il n'y a pas de peuple qui n'ait créé des œuvres d'art. Et quand il dit en l'inverse qu'il n'y a pas d'art sans homme, mais ça veut dire clairement que là où il y a art, il y a forcément présence de l'humain. L'art a une fonction métaphysique qui permet à ce même auteur, René Hug, de dire que l'art est cet oxygène irremplaçable sans lequel nos civilisations mourraient d'asphyxie. Fin de citation. Et lorsque René Hug disait l'art constitue cet oxygène irremplaçable qui empêche nos civilisations de mourir d'asphyxie, vous comprenez que par l'art, l'homme rend le monde et la vie habitable. Et dire que par l'art, l'homme rend le monde et la vie habitable rejoint ce que disait Arthur Schopenhauer, à savoir que la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Et les images de la vie, c'est précisément celles qui sont sécrétées et produites, mais par l'œuvre d'art. Et de ce point de vue-là, l'essence de l'art, c'est qu'il est la manifestation du génie, de la fécondité et de la créativité humaine. L'essence de l'art, c'est que c'est cette activité désintéressée par laquelle l'homme exprime un besoin de spiritualité, mais également un besoin de transcendance. Parce que quand je me suis autorisé à dire que l'art est une activité désintéressée, c'est conforme à la perspective du Parnasse, à la perspective de Théophile Gautier. Rappelez-vous simplement ce célèbre Théophile Gautier. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien et que tout ce qui est utile est laid. Et lorsque ce cher Théophile Gautier disait « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien », mais ça veut dire que par définition, à la différence du travail, proprement dit, subordonné à la satisfaction des besoins humains, l'art est cette activité désintéressée dans laquelle la finalité elle est esthétique, satisfaisant ce double besoin, j'ai dit de spiritualité, mais également de transcendance. Ce qui nous invite, en parlant de transcendance, à examiner justement les rapports entre l'art et la réalité. On pourra dire deux types de rapports. Une première perspective fonctionnelle déjà chez les anciens Grecs, Platon, Aristote, faisant de l'art une mimésis, ça veut dire une reproduction de ce qui existe déjà. Et une perspective rupturale introduite déjà par l'esthétique hegelienne et montrant que l'art doit avoir un autre but que celui de la reproduction de ce qui existe déjà. Dans la première perspective, visitée, balisée déjà dans l'Antiquité grecque par un auteur tel que Platon et ensuite par Aristote, l'art doit relever de limitations. Vous le savez très bien dans la perspective platonicienne. Nous l'avons vu dans la réflexion sur la métaphysique, ce dualisme entre le sensible et l'intelligible. Platon est en train de montrer très clairement, de ce point de vue-là, que l'art relève
non pas de la création abstraite ex nihilo, mais que l'art relève de l'imitation la plus fidèle possible de ce qui existe déjà. Parce que le monde des idées, c'est celui des essences et des formes pures, nous l'avons déjà dit. Et en tant que tel, qu'est-ce que peut faire l'art? Recopier, photocopier, reproduire ce qui relève déjà du monde sensible. C'est pourquoi il y a une forme de dénonciation de l'art chez Platon. L'art est dénoncé simplement comme une vulgaire caricature, nous éloignant deux fois de la réalité. Parce que quand je reproduis une réalité du monde sensible, je le fais avec les faibles moyens dont l'homme dispose. Donc cette reproduction, elle est déjà imparfaite, mais elle s'applique à reproduire imparfaitement un objet déjà lui-même imparfait et qui tente de reproduire la réalité intelligible. Dans la perspective de Aristote, l'homme n'apprend que par l'imitation. Et l'art, s'il relève de l'imitation, il faut considérer que les beautés de la nature sont infiniment supérieures à celles que l'homme peut créer. Et que si, quel que soit son talent, l'homme considère que ces beautés-là, elles sont indépassables, qu'est-ce qu'il peut faire? Se contenter, s'évertuer pour apprendre à les reproduire le plus fidèlement possible. Vous trouvez ça en littérature. Cette idée que l'art doit relever de l'imitation, vous la trouvez dans différents courants littéraires tels que le réalisme, par exemple, ou le naturalisme d'Émile Zola. C'est Émile Zola qui montre que la mission de l'écrivain, en tout cas de celui-là qui s'efforce à produire, n'est pas de nous emporter par le rythme de ses sentiments, mais qu'il doit fonctionner exactement sur le modèle d'une caméra, reproduisant fidèlement ce qu'il y a autour de lui. Rappelez-vous Stendhal, le roman comme miroir qui est censé refléter simplement les problèmes de sa société. La formule exacte de Stendhal est celle qui consiste à dire le roman est comme un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un miroir n'invente rien, il ne fait que refléter. Vous l'avez également en peinture, bref, dans beaucoup de courants littéraires, comme le réalisme, comme le naturalisme, mais également en peinture avec Léonard de Vinci, peintre italien de la Renaissance. C'est Léonard de Vinci qui montre que le pinceau de l'artiste, du peintre en l'occurrence ici, ne doit faire autre chose que reproduire fidèlement ce qui existe déjà. Léonard de Vinci enseigne que la nature est suffisamment belle pour servir de moyen d'inspiration à l'artiste et qu'en la reproduisant, c'est à ce moment-là qu'il est véritablement mis sur le terrain de l'art. Il dit peint et rit avec les beautés de la nature car elles sont une source incomparable de joie. Et lorsque Léonard de Vinci dit peint et rit avec les beautés de la nature car elles sont une source incomparable de joie, c'est une manière d'assigner à l'art le but d'imiter la nature. Mais nous l'avons dit, l'autre perspective, héritée de la tradition critique hegelienne, dans son ouvrage Introduction à l'esthétique, c'est Hegel qui déconstruit radicalement cette perspective imitative, en montrant que l'art imitatif, je le cite, est une occupation oiseuse et superflue. Et lorsque Hegel dit, philosophe allemand, je le cite, imiter la nature est une occupation oiseuse et superflue, il ajoute, mais quel besoin avons-nous de reproduire sur des scènes ou des tableaux, des paysages, des événements que nous connaissons déjà pour les avoir vus ou pour en avoir entendu parler. Et de toute façon, Hegel dit, les résultats de l'imitation resteront inférieurs au modèle naturel. Ça veut dire quoi? Que vouloir rivaliser avec la nature, c'est Hegel qui le dit, c'est comme un ver de terre faisant des efforts pour égaler un éléphant. Et lorsqu'il dit vouloir imiter la nature, c'est être un ver de terre faisant des efforts pour égaler un éléphant. C'est une manière pour Hegel de montrer que dans tous les cas, les résultats de l'imitation resteront inférieurs à ce qui existe déjà. C'est pourquoi il dit, je le cite, l'art doit donc avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà, imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Fin de citation. Je souligne la fin quand il dit imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Ça veut dire quoi? Que dans la perspective de Hegel, l'artiste, il est porteur d'un génie, au nom duquel il est créateur d'un monde nouveau. Et le monde nouveau de l'artiste, c'est celui qui s'est issu de son imagination féconde. C'est pourquoi Hegel dit, celui qui imite la nature, il passe à côté de la véritable question. Quelle est la véritable question que devrait se poser tout artiste? Mais que faire pour que les résultats de mon travail puissent me survivre? Ça veut dire quoi? Dans la perspective de Hegel, il faut accéder à l'immortalité. Et comment accéder à cette immortalité par l'œuvre d'art? En produisant des chefs-d'œuvre, des œuvres
entièrement inédites, entièrement novatrices et qui sont l'expression de notre génie et de notre créativité. Et c'est pourquoi donc, dans cette perspective-là, il est en train de montrer que l'artiste véritable n'est pas celui qui imite, mais il est celui qui crée. Rappelez-vous également quelqu'un qui s'appelle Henri Bergson. C'est Henri Bergson qui dit que l'artiste est un démiurge qui, entre guillemets, rivalise avec Dieu dans l'activité de création. Et lorsqu'il compare l'artiste à un démiurge rivalisant avec Dieu dans l'activité de création, Henri Bergson, il dit, je le cite, « L'artiste véritable ne doit pas avoir la modeste ambition de reproduire ce monde vulgaire que nous appelons le réel. Il doit avoir la prétention de lui substituer un monde autre. » Et lorsqu'il dit, je souligne également la fin, que l'artiste véritable, il doit avoir la prétention et l'ambition de substituer à ce monde un monde autre. Et ce monde autre-là, mais c'est le monde que l'artiste porte dans sa tête, c'est le monde qu'il porte dans son cœur, c'est le monde de ses souhaits, de ses rêves, de ses désirs, de ses aspirations, et non pas le monde vulgaire dans lequel nous vivons. C'est la perspective également d'un auteur que nous avons convoqué et qui est René Hug, qui montre que l'art est un langage par lequel l'artiste exprime, l'artiste extériorise ce qui relève de son vécu intérieur. Et donc c'est une manière de montrer que l'art doit transfigurer le réel, l'artiste doit nous emporter sur les ailes de son imagination pour nous faire visiter un pays et un monde entièrement nouveau, encore une fois, fruit de sa créativité et de son imagination féconde. Dans cette perspective-là, on est obligé de reconnaître que pour eux, et dans cette tradition inaugurée par Hegel, l'artiste qui se contente d'imiter, il exprime des qualités d'habileté, des qualités techniques, mais il n'est pas encore sur le terrain de l'innovation, il n'est pas encore sur le terrain de l'originalité, il n'est pas encore sur le terrain de la créativité. Mais on pourra réconcilier les deux positions en essayant de montrer, comme le dit un sujet du bac d'ailleurs, que tout artiste crée même quand il imite. Et lorsque ce sujet du bac disait tout artiste crée même quand il imite, il rejoint également un autre sujet du bac disant l'artiste n'est pas celui qui n'imite pas, mais il est celui que personne ne peut imiter. Une manière de montrer quoi? Qu'il n'y a pas de création pure, et même quand on semble s'envoler sur les ailes de son imagination, cette imagination-là, elle emprunte son matériau au réel. Une façon de réconcilier l'imitation et la création, une façon de dire quand je crée, j'imite, et même quand j'imite, je ne le fais jamais de façon fidèle, mais de façon toujours infidèle. Parce que l'œuvre imitée, elle est retravaillée selon la sensibilité, selon le génie et selon la créativité de son auteur. Mais parler de l'art, c'est dire non seulement son essence, c'est dire non seulement les rapports qu'il entretient avec la réalité, mais c'est s'interroger sur ses fonctions. Il est vrai que dans certaines écoles littéraires, il sera difficile de parler au pluriel des fonctions de l'art. Vous le savez, je fais allusion à un courant que j'ai énoncé tout à l'heure, tel que celui du Parnasse, mais dans lequel l'art n'aurait qu'une fonction, une fonction purement esthétique, celle de la production du beau. Et dans la perspective du Parnasse, si l'art ne doit viser que le beau, mais toutes les autres fonctions sont des fonctions d'emprunt qui n'appartiennent pas à l'art, mais dans son essence. Mais cela ne devrait pas masquer le fait que dans d'autres espaces culturels, tel que l'espace négro-africain, l'art revêt plusieurs fonctions. J'en veux pour preuve le travail immense de quelqu'un qui s'appelle Abdou Silla, qui a écrit Imitation, un ouvrage qui s'appelle Imitation et création en Afrique noire, où il montre que c'est vrai, la fonction esthétique semble coller à l'art, mais en plus de la fonction esthétique, il y a bon nombre d'autres fonctions. La fonction thérapeutique, la fonction ludique, la fonction ornementale et décorative, la fonction magico-religieuse. Bref, il y a d'autres fonctions qu'on retrouve dans la perspective de l'art engagé, qui consiste à dire, à la façon de Victor Hugo, que l'art pour l'art, c'est bon, mais l'art pour le progrès, c'est mieux. Une manière de dire quoi? Que l'art, oui, a une finalité esthétique, mais cela ne l'empêche pas d'être au cœur des préoccupations et des contradictions de son milieu et de son époque. Et en tant que tel, dans son engagement, l'artiste ne fait que reprendre de façon symbolique les contradictions et les problèmes du milieu et de l'époque auquel il appartient. Et dans cette perspective-là, on est obligé de reconnaître que l'art négro-africain, comme le dit d'ailleurs Léopold Sédar Senghor, dans son ouvrage Négritude et humanisme, il montre très clairement que la notion de beauté, elle n'est pas la même telle qu'elle est perçue selon l'univers esthétique occidental ou l'univers esthétique négro-africain. Il dit chez nous, l'art ou le beau est une beauté, mais une beauté fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Que ce qui est beau n'est pas destiné à la contemplation esthétique tout court, mais ce qui est beau, c'est en même temps ce qui est bon, c'est en même temps ce qui est utile, mais c'est en même temps ce qui est agréable. Et au-delà de ces fonctions que peut remplir véritablement l'œuvre d'art, il y a la question des significations de l'art lui-même. Et parler des significations de l'art,
vise à montrer qu'un ouvrage artistique est le lieu d'un dialogue, d'une interprétation entre le spectateur et l'œuvre lui-même. Un tableau d'art ne se lit pas sous la forme d'une équation mathématique, parce qu'il est le lieu d'un fantasme, d'un ensemble de fantasmes, d'un ensemble d'imagination, d'un ensemble d'investissements sentimentaux. Et c'est pourquoi c'est un dialogue permanent entre celui qui regarde et l'œuvre qui est contemplée elle-même. On pourra même se demander, à la façon d'Emmanuel Kant, est-ce que ce qui est beau est dans l'œuvre ou bien c'est le regard que je pose sur l'objet qui le rend beau. Dans tous les cas, il est presque impossible de capturer le sens d'une œuvre d'art, parce qu'une œuvre d'art, elle est porteuse de 1000 interprétations et de 1000 significations possibles. Et justement, la difficulté à capturer le sens d'une œuvre d'art fait que plusieurs approches ont été développées. Je retiendrai par exemple l'approche qui est sociologique, celle de Karl Marx, qui consiste à dire que l'artiste appartient à un milieu et il ne peut pas être insensible aux contradictions de ce milieu-là. Et dans la perspective, dans la perspective de Karl Marx, il y aurait entre guillemets un art bourgeois et un art prolétaire. Ça veut dire quoi? Selon que je sois prolétaire, selon que je sois bourgeois, cela s'exprime dans ma création artistique et l'art n'est que le reflet des contradictions propres à son milieu. Vous avez d'autres approches telles que l'approche ethnologique qui prend en charge l'aspect culturel et qui dit qu'un individu est porteur d'une culture, qu'un individu est moulé à travers des schèmes culturels et l'œuvre d'art n'est que la transfiguration symbolique ou la reproduction symbolique mais de ces schèmes culturels dans lesquels baigne le milieu de l'artiste. Il y a également l'approche développée par Sigmund Freud et qui est l'approche psychanalytique. Freud dit, je le cite, l'artiste est un introverti qui frise la névrose. Et lorsque Sigmund Freud dit l'artiste est un introverti qui frise la névrose, ça veut dire quoi? Que cet homme-là, il mène une vie intérieure très riche. Il est frustré par beaucoup de choses comme vous et moi. Et ce qu'il fait l'objet de sa frustration, il le canalise, l'évacue à travers sa production artistique. Ça veut dire quoi? Ce que dit l'artiste relève de l'inconscient et prend en charge ses désirs les plus intimes, prend en charge ses préoccupations, mais qui se heurtent aux contradictions de la vie sociale. Ces différentes approches-là, c'est pour dire qu'on n'explique pas une œuvre d'art, mais qu'on ne peut l'interpréter parce qu'elle est porteuse de 1000 significations différentes. Mais dans tous les cas, on ne peut pas ne pas terminer en rappelant ce que nous avons dit, l'importance de l'art dans le vécu humain. Ça veut dire très clairement, c'est par l'art que l'homme imprime les marques de son génie au monde. C'est par l'art que l'homme retravaille le monde à l'aune de sa propre sensibilité. Bref, par l'art, l'homme crée un monde totalement nouveau et le monde qu'il crée est le monde véritablement de son vécu, le monde de ses aspirations et celui de ses ambitions.